Donc, l'affaire dont tu parles, je me rappelle très bien aussi. Ça veut dire les vieux, comme on dit, se mettaient sur les bancs, là, devant cette maison. Oui, avec des vieilles robes noires ou des costumes Oui, noirs. oui, c'était un peu. Bon, on portait plus le vêtement de travail le soir. Ça pourrait être pour se faire un peu à l'aise. Mais l'essentiel, c'était de tchatcher. Hmm. On parlait, assis sur le banc, et on parlait beaucoup du vent. Du vent. Oui, parce que le vent est un sujet à Brage. Ouais, Et il y a différents types de vent. ouais. Il y a un qui s'appelle le cerf, l'autre tramontagne, l'autre le vent du nord, Hmm. le marin. Ouais. C'est des types de vent qui ont des caractères différents. Hmm. Et un des sujets sur le banc des vieux était le vent. Comment il était aujourd'hui? Il était très fort. Ah, c'était pas comme ça avant-hier, tu te rappelles? Donc, les sujets étaient souvent tournés autour du vent. D'ailleurs, D'autres sujets, ouais, donc, le vin, comment il va être cette année, la le vin, qualité, ouais. oui. Et aussi, un sujet, la pêche, évidemment. Et ça s'explique par le fait qu'il y avait beaucoup de viticulteurs, il y avait beaucoup de pêcheurs, Ouais. et c'était un village de viticulteurs et de pêcheurs. Et les autres étaient ou des personnes qui travaillaient à Narbonne et vivaient ici, ou travaillaient dans des fermes agricoles, travaillaient dans le vin, travaillaient avec les pêcheurs. Et les gens qu'on appelle ouvriers agricoles. Bon, c'était un job, beaucoup faisaient ça. C'était certainement pas des gros salaires, mais c'était une vie de village assez sympathique parce qu'on vivait beaucoup dehors et on se voyait le soir et le terme était souvent avant la soupe. On voit bien que l'architecture, en fait, c'est une architecture du vignoble, quoi. En fait, il y a Il y a pas mal de beaucoup de caves. maisons qui sont typiques pour des viticulteurs parce que Oui, tu as une grande entrée avec une grande porte en bas au niveau du rez-de-chaussée. C'est là que tu rentrais la récolte. Ça veut ouais, dire, ouais. Mais en plein village, c'est pas en voilà, dehors, c'est pas en dehors dans de, des maisons, dans les on maisons, habitait dans la maison, mais la mm, partie rez-de-chaussée, était réservé cave, était pour le vignoble. réservée. Ouais. Voilà. Mm. Et par contre, tu as en bas les maisons de pêcheurs, qui étaient des cabanes de pêcheurs. Ce n'étaient pas vraiment des maisons, parce qu'ils vivaient Au bord de plutôt l'étang. oui, ils Mm. vivaient plutôt dans le village, mais ils avaient une cabane en bas, à la rivière, ce qu'on appelle maintenant la rivière. Oui, oui, C'est oui. cette rue qui tourne autour du village et qui est toujours au bord de l'étang. Et là, il y avait une épicerie, l'épicerie de Madame, la femme du maire de l'époque. Ouais. Et il y avait une épicerie toujours ici. Oui, Et donc, ça faisait tout à fait. deux épiceries, une boulangerie, un café ici Ouais. et un café là-bas, à l'angle de la rue. Ah, il y avait un autre café là. Oui, mais D'accord. ça s'est déjà fermé dans les années 70. Ouais. avant, Avant. 60, je crois. Et c'était les deux cafés autour de la place, l'épicerie, la boulangerie et une autre épicerie. Ça faisait tout ce qu'il fallait, on achetait là. Donc Mm. ça suffisait au village. Oui, ouais, ouais, ouais. Et les gens travaillaient dans les vignes ou à la pêche. Euh, Tu te rappelles peut-être aussi, mais tu étais trop petit, peut-être à 9 ans, mais quand je suis arrivé, c'est à peu près à la même période, 75, Mm. il y avait 18 pêcheurs qui Ouais. travaillaient au port. Il y avait une bonne quinzaine de viticulteurs, plus grands, plus petits, mais des propriétaires qui étaient eux-mêmes les propriétaires des vignes, hein. Donc ça faisait un gros paquet de personnes et les autres travaillaient comme des ouvriers. Ouais. Donc c'était ou le vin ou la pêche. On pouvait acheter, on pouvait leur acheter Le poisson, le tu pouvais poisson acheter sur le. directement en bas quand ils arrivaient avec leur bateau. Ils Ouais. vendaient direct. Ils les vendaient. Bon, comme la plupart de la pêche considérait plutôt l'anguille, Ouais. ça se vendait
Et il y avait des camions qui passaient en bas au port et qui ramassaient l'anguille qui était tenue dans des bacs à eau, à salée. Ouais. Et il y a un camion qui arrivait et aspirait les anguilles qu'il exportait en Italie. Ah bon? Et ça faisait vivre 18 familles de pêcheurs. 18, ouais. C'est quand même beaucoup. Et Quand on aujourd'hui, compare aujourd'hui, il reste un pêcheur. je crois même qu'il a arrêté. Il a arrêté, le dernier a arrêté l'année dernière. Ouais. Donc il n'y a plus de pêcheurs d'ici. Il y a un ou deux qui viennent de Port-la-Nouvelle, qui viennent pêcher ici. Mais bon, il n'y a pratiquement plus de pêcheurs. Les viticulteurs, il en reste peut-être 5 ou 6 qui sont encore vraiment pleinement là-dedans, de moins en moins. Ouais. Et bon, il y avait toujours 2 ou 3 qui étaient relativement grands, qui avaient leur propre affaire. Et les petits travaillaient avec Périac et Portel avec ce qu'on appelle le roquebert, le vin D'accord, roquebert. ouais, je connais. Voilà.
un chiffre qui est important. Il y a eu un rapport de la Cour des comptes en 2023 qui disait que pour 1 euro investi en termes d'adaptation, d'anticipation, permettait d'éviter 4 à 10 euros en réparation. On voit les images ce soir, il va falloir indemniser les propriétaires, il va falloir replanter des forêts. Tout ça coûte très cher après, donc il faut anticiper. Et l'un de nos invités nous disait tout à l'heure bien que peut-être dans le futur il allait falloir songer à interdire certains endroits, y compris les interdire pour les habitations, parce que c'était des lieux qui devenaient peut-être trop sujets aux incendies. La question de l'inhabitabilité se pose, y compris en France, en Europe. Donc évidemment pour les gens qui y vivent, c'est des solutions dramatiques. Et que ce soit à cause des fortes chaleurs ou à cause des risques, il va falloir réfléchir à où on peut habiter demain. On a souvent anticipé sur les crues, c'est un phénomène qui était mieux pris en compte parce que ça se voyait, c'était immédiat. La question de la chaleur, c'était un risque invisible pendant longtemps. On pensait que c'était normal qu'il y ait des incendies qui fassent chaud l'été. Maintenant, c'est un risque climatique, une catastrophe climatique comme les autres. Il va falloir mettre en place des mesures et peut-être aller, comme on a fait sur les questions de submersion, se dire que certaines zones vont être expropriées, qu'il va falloir trouver des solutions. D'abord en faveur des populations, en trouvant des solutions de relogement, mais on ne peut pas de toute façon laisser les gens risque sous le risque.
protection, donc probablement liées justement à ces fumées toxiques. Donc on comprend que même avec le matériel de protection, il faut être extrêmement précautionneux et il faut écouter les recommandations que l'on donne aux patients lorsqu'on leur dit vraiment restez chez vous, soyez calfeutrés pour éviter d'être trop proche de certaines particules qui peuvent être toxiques. Donc il faut vraiment se rappeler de ça, du risque des fumées, du risque de brûlure et du risque de traumatisme. On va retrouver Pauline Sarafi à Saint-Laurent de la Cabrerie, 1800 pompiers mobilisés et des renforts qui continuent d'arriver. Effectivement, là on est avec une équipe de pompiers de l'Hérault. Ils sont arrivés hier soir à 19h, ils ont passé la nuit ici. En fait, ils sont en mission de défense d'un point sensible, une mission DPS. Ils se trouvent, ils entourent un masque. Monsieur Marinx, il veut une tomahawk. Il veut une tomahawk. Expliquez, allez, pas de problème. 2 heures et demie. Ah oui, ça c'est sûr que au niveau tourisme, grand cher là, c'est vrai. Et oui, enfin on est première vue, hein, on voit les avions, on voit les incendies de partout. Au point de vue là-haut, quand on monte au Nour, on voit tout. On est monté hier soir là, vers minuit, on voit, il y avait une ligne de feu sur à peu près 15 km. Hein. Au moins 15 bornes, hein, c'était très impressionnant. Donc, depuis le mois de juillet, enfin le début de juillet, je crois que c'est le 8, il y a eu un premier incendie. Exact, et précisément le 7 je pense, parce que j'étais en Espagne et pour rentrer, l'autoroute était fermée et on a mis plus de 10 heures pour rentrer. Tout était fermé. Voilà. Vous êtes allé directement chez vous, ici Oui, pour voir la... oui, mais tout était fermé. Voilà. Et ici, en fait, on n'a pas pu accéder. Ouais. Parce que tout le monde avait été évacué en fait. Confiné. Voilà, c'était confiné, les gens étaient sur Narbonne. Ouais. Moi j'avais de la famille à moi qui était là et en fait tout le monde était amené sur Narbonne. Donc après il y a eu un feu début août, je crois, Ouais. 6 jours. Oui. Et là c'est le Oui. troisième. C'est le troisième, oui. Et donc là, vous imaginez, enfin moi je sais que ça fait 50 ans que je viens ici, donc c'est pas la première fois que ça vient. J'ai vu plusieurs fois, par exemple sur la route de Pas-de-Ceste, les arbres brûlés. Oui, bien sûr, oui, je vois très bien. Tout s'est régénéré, tout est redevenu vert. Ben, heureusement que ça le redevient, mais en fait, en attendant, quand même, c'est dur. Hein. Ouais. Quand vous voyez tout ça partir, parce que nous, c'est notre terrain de jeu quand même, on fait beaucoup de vélo. Toute la partie des Corbières vers la partie fond froide, etc., c'est des endroits où... Enfin, moi, quand je suis ici, j'y vais quasiment tous les jours. Ben, là, c'est plus possible. En tout cas, c'est moins agréable. Tout est brûlé. L'option actuellement, c'est d'enlever les vignes et de laisser repousser. C'est en tout cas l'objectif du conservatoire du littoral, si vous voulez. C'est bien, mais pour des maisons comme nous qui sommes entourées de vignes, quand on sera entouré de forêts, on sera moins bien, c'est sûr. Donc pour moi, je suis pour garder les vignes. Et vous voyez l'avenir comment alors par rapport à tout ça Eh bien, vigilance, faire attention, mieux préparer nous la maison, mieux nettoyer autour en fait, hein, essayer de vraiment désherber en grosse partie, de défricher vraiment autour de la maison, ce que recommande d'ailleurs l'ONF. Hein. Ils sont passés, on a défriché comme ils ont demandé, mais ça, oui, ils sont passés nous voir, bien sûr. Mais voilà, ça reste quand même... il faut rester prudent, voilà. Moi, ça ne m'empêche pas de vivre ici, j'adore, mais il faut rester prudent, voilà. Voilà, je suis Sabine de la galerie L'As-tu vu à Bages. Cet endroit, cette galerie, on a commencé, mon mari et moi, Herman, il y a 10 ans. Donc, on fête les 10 ans de la galerie. Et cette année, on présente 50 artistes. Et ce sont tous des artistes qui ont un grand cœur pour Bages et pour la galerie. Vous êtes arrivé il y a une dizaine d'années. Il y a 20 ans qu'on vient dans le village en vacances. Voilà, on est tombé sur cette maison avec la possibilité de faire une galerie. Et on est tombé, voilà. Tout a été décidé en 3 jours. On est tombé amoureux de ce lieu, de ce petit village. Il y avait les citronniers, c'était au mois de mai. Il y avait un splendide soleil, le ciel bleu. Et très intéressant pour nous, c'était de venir en TGV, soit de Lille ou de Bruxelles jusqu'à Narbonne. Bien sûr, on n'est pas seul, c'est ce qui est très sympathique. Il y a il y a la Maison des Arts, il y a l'Étendard, il y a l'As-tu vu, il y a Nulle part. On est dans un village d'artistes. Il y a beaucoup d'artistes qui travaillent dans leur atelier, un peu secret, un peu fermé. Mais aussi, on essaye d'ouvrir
et d'ouvrir les galeries et les ateliers des artistes 1 ou 2 fois par an. Vous pouvez nous dire ce qui vous a plu quand vous êtes venu ici, alors que quand vous êtes arrivé au début vous a plus plu Enfin, d'abord, il y a l'étang. L'étang, et on a découvert l'étang de Doul. Donc, on allait se baigner à l'étang de Doul. On n'est pas loin de la mer. Donc, disons, un quart d'heure, on peut aller à Narbonne-Plage. Mais il y a aussi des autres endroits comme le Cat. C'était en fait aussi très riche avec les cathares aussi. Les cathares, les châteaux. Il y avait plein de choses à découvrir. L'abbaye de Fontfroide, et c'était tout dans 20-30 km, on est dans des différents mondes et de plus en plus, on a apprécié la nature, la garrigue, les corbières qui ont malheureusement vécu cette affreuse situation de l'incendie. Et alors donc, juste pour revenir sur cette histoire un peu délicate, mais dont je vous ai parlé tout à l'heure, comment vous avez vécu les incendies autour du village? Oh là là. Ouais. On a eu peur. Vous avez eu peur? Parce que les Canadaires, c'était vraiment au-dessus de notre tête, tout le temps. Et on a vu les flammes dans la garrigue, mais on ne peut pas dire est-ce que c'est 1 mètre, est-ce que c'est 10 mètres. C'est très difficile à voir, est-ce que c'est tout près ou pas. Donc on a eu peur, on n'a pas eu la panique et on a pris la décision de partir. On a pris notre sac à dos et notre ordinateur et on est parti. Ouais. Parce qu'on ne voulait pas que ça se... Comment ça s'est passé avec les mairies? Ils sont venus vous voir? Non. On ne savait pas, on entendait les pompiers tout le temps. Mais personne vous a joint à la mairie? Il y a pas de... Non, on n'avait pas. On pouvait prendre le téléphone, mais nous, on n'a pas fait. Et nos amis, ils ont été évacués de leur maison en bas du village à minuit. Donc c'est effrayant. Il faut tout de suite partir. Il faut laisser... Mais quand on ne dort pas, on a peur. Il y en a beaucoup dans le haut du village qui sont restés et qui ont eu la fumée, qui ont tout fermé et restés dans leur maison toute la nuit. Mais c'est... C'est-à-dire qu'en plus, son téléphone a été coupé, parce que les câbles ont brûlé. Donc, j'ai pas pu la joindre pendant une quinzaine de jours. Ah ben oui. On n'avait pas d'électricité à partir de l'après-midi. On était tout le temps sur la terrasse en train de regarder. Donc en fait, il y avait aussi un peu la panique dans la rue. On voyait arriver les voitures des autres coins, de l'Estarac. Ouais. Ceste, c'est terrible. Pas de Ceste. Et comme ça, on voyait qu'il y avait quand même quelque chose. Donc voilà. Vous êtes parti où alors? À Narbonne. Et on a eu la chance qu'on a trouvé encore une chambre d'hôtel. C'était la dernière. Mais voilà, c'est parce qu'on est peut-être on est très rationnel. Hein. Je sais pas. Faut être rationalisé. Je sais pas comment on a fait. Vous avez bien fait. Ouais, parce qu'en fait. Vous avez bien fait parce qu'on ne pouvait pas savoir comment ça allait évoluer. Non, ça pourrait rentrer dans le village. Et puis la nuit, j'ai quand même pensé à la galerie avec toutes les œuvres d'art au mur. Alors j'ai dit, oh là là, cross the fingers. Et à un moment donné, 3-4 semaines après, on entend les Canadaires, donc on est tous en panique, tout le monde a la peur dans le village quand on entend les Canadaires. Maintenant, on sait ce que ça veut dire. C'est vraiment urgent. Ouais. Et c'était dans les Corbières, donc 30 km de base, c'est quand même... Oui. Et puis les morts, ça fait longtemps qu'on nous parle d'un feu qui partirait des Corbières et qui irait jusqu'à la mer. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais c'est des agriculteurs qui parlent de ça. Parce qu'eux, ils sont conscients de tout ça. Donc, ça fait longtemps qu'on en parle, mais est-ce que les choses sont faites pour parer ce genre de... Non, je crois que l'Aude ou les Corbières, c'est une région connue pour la nature. Et puis, bref, c'est tout. Hein. C'est pas la Côte d'Azur. Hein. Donc, je crois qu'on est un peu un arrière-pays et qu'ils n'ont pas cru que c'est tellement important d'avoir des vignes. Les vignes, ce sont des barrières de feu. Des vignes, des champs, des moutons, plein de choses que moi, honnêtement, je ne savais pas. Maintenant, on lit et on comprend mieux ce qui s'est passé. Et la sécheresse, bien sûr. Ce n'est pas seulement l'abandon et
le fait qu'on n'ait pas assez suivi, mais aussi la sécheresse. On le sent. Il y a 20 ans qu'on vient à Bages, il y avait des étés qu'on n'avait pas chaud, qu'on n'allait pas à la plage, on était vraiment, 20, 25 degrés, c'était pas plus que ça. Hein. Ouais. Mais maintenant, à chaque année, il y a les canicules et ça c'est affreux. Et la pluie aussi, la manque de l'eau aussi. C'est un problème universel aussi. Oui, c'est un problème universel, mais c'est la plus grande zone sauvage, en fait, de la Méditerranée en France. Il n'y a pas sur la Côte d'Azur. En fait. Là, c'est la plus grande zone préservée, naturelle, de la Méditerranée française. Donc, il n'y a peut-être pas ces risques-là sur la Côte d'Azur, plutôt dans l'arrière-pays peut-être, mais pas directement sur le front de mer. Mais c'est sûr qu'on ne s'est pas rendu compte qu'on était dans cette situation. Hein. Mais tout le monde dit que c'est le climat, mais non, c'est pas seulement ça, ce sont différentes choses. Il y a un grand travail à faire pour récupérer tout ça. Il y a 10 ans, au moins, avant qu'on voit les arbres reprendre un peu de vert. Oui. Et puis, qu'est-ce que ça va donner Parce que moi, il y a 10 ans, la route de Pratzès, ça a été la même chose. Hein. Tout s'est régénéré, mais en même temps, maintenant, la végétation, la faune et la flore n'ont plus le temps de se réadapter pour vraiment protéger un écosystème valable. Oui. Voilà. Donc, on est rentré dans des phases d'instabilité qui font qu'on ne va pas forcément revenir à ce qu'on avait avant. Non. On va vers autre chose. On va vers autre chose et peut-être là, c'est vraiment le moment maintenant d'y penser, de réagir aussi. Ouais. Bonjour. Et bonjour. Tu veux une bière Ricard. Un Ricard. Ouais, aussi un Ricard. 2 Ricards. Je veux boire de l'héroïne. Alors une transfusion, hop, tu vas voir. Ça fait boudin un peu, mais... C'est un peu sympa. T'as un petit Mélena. T'as un petit Mélena de 3 après, mais... Pas Mélena. C'est Jérôme qui est là. Messieurs. Non, pas forcément. Ça s'appelle les Avec de l'eau, c'est toujours mieux. Plaisir de faire mal. Et là où il n'y avait plus de vignes, là où les taillis, les broussailles et les garrigues avaient pris la place, un accroissement de la catastrophe, de la vitesse du feu et de la catastrophe. On va attendre une minute. Pardon, mais on est en plein milieu des opérations et des opérations de sauvegarde et de sécurité. Et je disais donc une partie des questions qui se posent, c'est quel avenir, quel type de culture, quel type de paysage, quel type d'économie vont pouvoir être mis en place pour que les Corbières et cette partie des Corbières retrouvent une vision de l'avenir et une foi dans ce qu'ils vont vivre ensemble. Après, qu'est-ce que deviennent les vignes alors? Elles ont été arrachées ou elles sont laissées à la... Il y avait des primes pour arracher des vignes pas mal. Et plusieurs viticulteurs ont fait pour arrêter la production ou réduire la production. Alors j'ai lu que depuis 2010, il y avait eu 5500 hectares de vignes arrachées. Oui, ça peut être... Ce qui est beaucoup. Bah écoute, c'est beaucoup.
pour un petit village comme Bages. Ouais. Mais c'est pas énormément pour... Sur la surface Voilà. globale de... Quoique, quand on retourne ici, il y avait des vignes partout. C'est vrai. Après, on revient là-dessus, parce que là, aujourd'hui, il y a beaucoup de vent. Il y a eu un grand incendie il y a 2 ou 3 jours. Ouais. Aujourd'hui, ils ont peur qu'il y ait des reprises du feu à cause du vent. Ce qu'on dit, c'est que quand même les vignes, c'était des coups-de-feu. Des vignes étaient des coupe-feux naturels parce qu'ils étaient bien soignés et tout verts. Ça veut dire que ça ne prenait pas facilement le feu. Ouais. C'était pas séché parce que c'était soigné. Et ils faisaient tout pour qu'il y ait assez d'eau pour le raisin. Donc c'est clair que c'était un coupe, une sécurité au niveau du feu. Et comme il y en a moins, il y a moins. Mais il y a un phénomène très multiple, ça veut dire qu'il y a aussi la sécheresse d'un côté. On a eu des 3 ans de sécheresse. 3 ans de sécheresse, c'est incroyable. On a des canicules beaucoup plus longues. On en avait toujours, mais quelques jours sur l'année. Bon, une semaine peut-être, grand maximum. Et précisément en juillet-août. Maintenant, il y en a à partir du mois de mai jusqu'à octobre. Oui, mais et ça se prépare en quelque sorte. Donc il y a déjà des canicules pendant des périodes que normalement il n'y en avait pas. Ouais. Et les canicules sont plus longs et plus chauds. Donc sécheresse, moins de vignes protégées naturellement et des canicules fortes et surtout, et ça c'est classique ici, le vent. Mais le vent n'a été jamais aussi fort aussi que cette année. Et ça a provoqué ces feux considérables. Plus de vent que oui. l'année précédente. Oui. Et le fait, pour les pompiers, c'était difficile parce que le vent changeait. C'est un phénomène qu'on connaît à Bages très bien, parce que le vent, il n'est jamais pareil. Il peut changer dans la journée plusieurs fois. Et en regardant l'étang, on voit la différence à la couleur de l'eau. Parce qu'en fonction du vent, la couleur de l'eau change. Donc c'est un phénomène classique ici. Et quand on parlait des vieux qui étaient sur le vent, ils parlaient de ça. Le vent, comment il est aujourd'hui. Le vent est un thème à Bages, toujours été. Oui, mais là, le parc naturel, sur les 16 000 hectares qui sont partis en fumée, il y en a une bonne partie. Ça c'est un drame. Ça c'est un vrai drame. Comment régénérer en fait? Je crois que nous avons énormément de choses devant nous. Ça veut dire une forme de résilience, sortir plus fort d'un moment. La résilience doit avoir aussi un effet dans le sens qu'on se prépare à ne plus laisser des choses comme ça arriver. Ça veut dire une espèce d'anticipation de cette chaleur qu'on n'a pas connue jusqu'à maintenant. Ouais. On a connu des canicules, mais petites, de courte durée. Maintenant, ils sont trop longs. On n'a jamais eu des périodes de plus qu'une semaine de cette température au-dessus de 40. C'est la folie. Ça veut dire, et il n'y a aucun signe qui laisse espérer que ça change. Ça veut dire, il est high time de s'en occuper. Il n'y aura pas de retour en arrière. Non. Et je te dis, si tu te balades dans la nature ici, le nombre de bouteilles en plastique, le nombre de bouteilles, ils parlent toujours des mégots que le gars jette par la fenêtre, mais le nombre de bouteilles qui sont là au-dessus de 40 degrés dans le soleil... On a vu des bouteilles de verre... attends, il suffit pas... Il faut pas un mégot. Il faut une canicule de 3 jours et ça brûle. Ouais. Tu vois, ça me gêne un peu. Bon, fumer, c'est pas bon. Et ils sont négligents, les fumeurs, bon. Mais avec un mégot, tu provoques pas tout ça. Mais des bouteilles vides, en verre et en plastique, il y en a en pagaille. En pagaille, partout. En plus, maintenant, les vins, les viticulteurs ne sont plus là pour s'occuper.
Donc c'est pas suivi, c'est pas nettoyé. Ça fait un ensemble. Il est trop chaud, le vent est trop fort, et tu as les bouteilles et les plastiques et compagnie partout, pas soignés, et ça s'allume facilement. Et c'est pas nécessairement le mauvais fumeur qui jette son mégot. Je fume pas depuis 30 ans, je défends pas le truc. Mais c'est trop facile de dire c'est les connards qui jettent les mégots. Ça suffit pas, ça n'explique pas ce phénomène. Ça peut aussi avoir un effet. C'est un peu la réponse du préfet, quoi. Voilà. Comme ça, il botte en tout. Mais bon. Voilà. Bon, ça, tu vois. Voilà, merci. On va arrêter. Oui, non, c'était... Oui. Non, mais ça me fait plaisir, mais... Ben, moi aussi. Bon, tu as raison, il faut s'y intéresser, et si plus de gens le font, on a des chances que ça va être respecté. C'est ça aussi. Il faut respecter ces problèmes et les internaliser dans le sens que c'est un fait. Il faut vivre avec, et il faut faire... Tu disais résilience. La résilience, c'est ça. Conscience du phénomène, action qui change par rapport au problème, et qu'on fasse quelque chose qui évite à l'avenir que ça devienne pire, ou au moins que ça ne se déstabilise pas davantage. Ça veut dire un équilibre, quelque chose qui peut tenir la route, et le mot-clé, c'est conscience. Et il faut être conscient du risque des problèmes ici, et il y en a. Il y en a en pagaille. Et ce que j'aime bien dans mon travail avec les artistes, t'as pas besoin de leur expliquer beaucoup. Hein. Ils ont une sensibilité environnementale, une sensibilité pour la nature, pour les choses naturelles, plus que d'autres parties de la population. Donc ça veut dire, les artistes ici, ça va nous faire du bien aussi, tu vois. Parce qu'eux, ils n'abîment pas, ils ne sont pas là pour faire des conneries. Et ils ont une conscience qui permet de les utiliser même comme des ambassadeurs de l'environnement. Parce qu'eux, ils ont la sensibilité automatiquement. Donc c'est les bons pour nous. Hein, tu vois, c'est vrai. Donc ceux qui disent ça me dit rien, un truc machin, c'est peut-être vrai, mais tu peux faire ce que tu veux. Tu n'es pas obligé d'aimer. Mais ces gens-là sont certainement pas négatifs pour le village. Ils font leur truc, mais ça passe très bien avec l'environnement de notre village et de ce que notre village a besoin. Donc c'est les bons.
Vive